Chaleureuse salutations à tous. Bienvenue à la 20e conférence de la phase A dans ce cours de connaissance de soi. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le pays psychologique ». Dans cette session, nous allons explorer un aspect fascinant de notre monde intérieur, ce que nous appelons le pays psychologique. Nous découvrirons que ce « pays » est composé des différents lieux intérieurs où nous allons chaque fois qu'un de nos nombreux défauts psychologiques prend le contrôle, nous arrachant au moment présent. C'est aussi l'endroit où nous pénétrons lorsque notre corps physique s'endort et que nous commençons à rêver. Et, en fin de compte, c'est là que nous allons lorsque le corps physique meurt. Ce sujet est particulièrement important, car en l'étudiant et en le comprenant, nous commençons à voir pourquoi il est si vital de nous libérer de l'illusion que nous sommes déjà de bonnes personnes. Nous allons découvrir la valeur de vivre dans l'instant présent, dans cet instant même, ici et maintenant, et nous allons explorer comment y parvenir véritablement. Nous commencerons aussi à comprendre comment déplacer notre centre de gravité, qui est actuellement centré uniquement sur les choses de la personnalité, pour commencer à le diriger vers les choses de la conscience. Ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons entreprendre le beau voyage de retour à la source. Commençons donc par réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce que le pays psychologique? Sans aucun doute, tout comme il existe un pays extérieur dans lequel nous vivons, il existe aussi, au plus profond de nous-mêmes, ce que nous appelons le pays psychologique. Mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Chacun de nous est un microcosme, un univers en miniature, car en nous se trouve un vaste monde intérieur, où, comme nous l'avons vu dans les conférences 5 et 6, toutes les dimensions existent. Cependant, nous ne nous connaissons pas réellement. Nous n'avons pas le contrôle sur notre monde intérieur. C'est plutôt l'ego qui domine, gardant notre essence prisonnière. C'est pourquoi nous vivons et nous déplaçons dans une toute petite partie de notre psychologie, que nous appelons le pays psychologique. Tout comme le monde extérieur est régi par des lois et peuplé d'habitants, notre pays psychologique contient lui aussi ses propres lieux et habitants. Mais, à cause de notre manque d'auto-observation, nous ne savons généralement pas où nous nous trouvons en lui à un moment donné. Aucun de nous ne méconnaît l'endroit où il se trouve physiquement. Nous savons toujours dans quel environnement physique nous sommes. Cependant, la plupart du temps, nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous nous trouvons psychologiquement. Cela arrive parce que, tout au long de notre vie, nous nous sommes presque exclusivement concentrés sur le développement et l'affinement de nos 5 sens physiques. Ces sens nous aident à nous orienter dans le monde extérieur en nous indiquant où nous sommes et en nous alertant face à tout danger ou changement dans notre environnement. Mais nous avons rarement, voire jamais, pris le temps de développer notre sens intérieur, celui qu'on appelle souvent le troisième œil, qui est la capacité d'auto-observation. À cause de cela, nous restons généralement inconscients lorsque nous glissons dans les recoins les plus sombres, et les plus dangereux, de notre propre psychologie. Ainsi, même si nous savons clairement où nous nous trouvons physiquement à tout moment, nous restons totalement inconscients de l'endroit psychologique où nous sommes entrés en nous-mêmes. Tout comme il existe des endroits beaux et agréables dans le pays extérieur où nous vivons, il en est de même dans notre pays psychologique. Il existe des lieux intérieurs remplis de beauté, comme ceux que nous visitons psychologiquement lorsque nous sommes amoureux. Dans ces moments-là, nous vivons des émotions délicieuses et nous imaginons des scènes magnifiques. Toutes ces expériences se déroulent à l'intérieur de notre pays psychologique. Mais tout comme nous pouvons ressentir et imaginer des choses merveilleuses dans les moments agréables, dans les moments difficiles quand nous ressentons de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude ou de la colère, nous nous déplaçons vers des lieux intérieurs très différents. Des endroits plus sombres. Parfois même dérangeants ou malveillants. Car, tout comme le monde extérieur contient des zones où se produisent des choses terribles et perverses, notre pays psychologique contient également de tels lieux en nous. Il est important de comprendre que le monde intérieur ne suit pas les mêmes lois que le monde physique. Le monde physique est régi par 48 lois et des limitations auxquelles nous sommes tous soumis. Parmi celles-ci se trouvent les lois du temps et de l'espace, qui déterminent que pour passer d'un endroit à un autre, il faut parcourir une distance, et cela prend du temps. Mais dans le monde intérieur, le monde des pensées et des émotions, ces limitations n'existent pas. Dans notre psychologie, nous pouvons passer d'un état à un autre à la vitesse de la pensée. Par exemple, nous pouvons nous sentir tristes et nous retrouver dans un coin gris et pluvieux de notre pays psychologique, entouré de personnages sombres.
Puis, en un instant, nous nous mettons en colère, et soudain nous sommes dans un paysage intérieur violent et chaotique, peuplé de figures irritées et agressives. Tout cela se produit aussi vite que nos pensées peuvent changer. Tout dépend du type de compagnon que nous portons en nous. Tout comme, dans le monde extérieur, nous rencontrons toutes sortes de personnes, des individus cultivés et honorables, des gens au bon cœur, mais aussi des personnes malhonnêtes, cruelles ou corrompues. Il existe aussi, en nous-mêmes, une grande variété de personnes qui vivent et agissent à travers nous. Ces compagnons intérieurs sont les différentes parties de nous-mêmes, les nombreux « moi » ou défauts psychologiques qui forment notre ego. Ils s'expriment tour à travers nous, nous faisant penser, ressentir et agir différemment selon les circonstances ou l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons. Chacun d'eux nous entraîne vers un lieu différent de ce paysage intérieur, selon sa nature propre. Nous avons tous déjà fait cette expérience. À un moment, nous sommes amicaux et bienveillants, car nous sommes alors influencés par des moi doux et polis. Mais si quelque chose nous contrarie soudainement, nous pouvons devenir brusques ou agressifs, poussés par des moi totalement différents. Si la luxure prend le dessus, nous agissons avec convoitise. Si la cupidité se manifeste, nous pouvons agir avec malhonnêteté. Et ainsi, nous passons d'un état psychologique à un autre, d'un lieu à un autre au sein de notre pays psychologique, selon le défaut qui est actif en nous. Il y a un vieux dicton, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». Car nos compagnons déterminent les lieux que nous visitons. Comme dans le monde physique, si tous nos amis sont de grands buveurs, nous passerons sûrement notre temps dans des bars. Si nous nous entourons de toxicomanes, nous finirons dans des lieux où la drogue est présente. Si nous fréquentons des gens qui vont dans des bordels, nous y finirons aussi. Mais si nos amis sont des entrepreneurs, nous participerons à des réunions et des événements professionnels. Et si nous sommes proches de musiciens, nous nous retrouverons dans des concerts ou des studios de répétition. De la même manière, en nous, les compagnons que nous portons, nos différents « moi » psychologiques, nous guident vers des endroits précis de notre pays psychologique. Et c'est cela qui nous définit réellement. Ces compagnons intérieurs, et les lieux psychologiques que nous traversons jour après jour, révèlent qui nous sommes vraiment, souvent malgré l'image que nous montrons à l'extérieur. Car, même si nous projetons une certaine apparence à l'extérieur, notre réalité intérieure peut être tout à fait différente. À l'extérieur, nous pouvons sembler être dans un lieu spécifique, jouer un certain rôle, ou projeter une image particulière, mais intérieurement, dans notre pays psychologique, nous pouvons nous trouver dans des endroits complètement différents, en train de penser, ressentir, et désirer des choses qui contredisent ce que nous montrons à l'extérieur. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Nous pouvons voir une femme vertueuse, une épouse admirable qui se comporte de manière exemplaire, fidèle et respectable. Elle vit dans une belle maison et adopte une attitude digne. Mais dans son pays psychologique, elle peut errer dans une maison de prostitution, à cause des « moi » luxurieux qui dominent son monde intérieur. Tout au long de la journée, ces moi peuvent l'entraîner. Lorsqu'elle voit le jardinier, le voisin, ou un bel acteur à l'écran, elle imagine des scènes sensuelles et ressent du désir. Ou bien elle passe des heures à critiquer une jeune voisine qui reçoit souvent la visite d'hommes et, ce faisant, elle crée dans son imagination toutes sortes de scènes lubriques et dégradantes. Elle ne se rend pas compte que tout cela se passe dans son propre pays psychologique. Ces scènes existent dans son imagination parce que les défauts qu'elle projette sur sa voisine vivent en réalité en elle-même. Et pourtant, elle se croit honorable et pure. Prenons maintenant le cas d'un homme connu pour être honnête et respectable, un citoyen modèle. Il peut être assis dans une réunion professionnelle, parfaitement habillé, projetant une image d'intégrité. Pourtant, dans son pays psychologique, il peut se trouver dans un repère de voleurs, conduit là par ses propres tendances cachées vers la malhonnêteté. Intérieurement, il peut être en train de manigancer, cherchant à obtenir un avantage dans un contrat, à saboter un concurrent pour monter en grade, ou à manipuler le marché pour s'assurer un monopole. Il peut même calculer secrètement comment détourner de l'argent pour financer un luxe, ou un besoin personnel. En réfléchissant à cela, nous commençons à voir que l'image extérieure ne reflète pas toujours la réalité intérieure. Comme le dit un vieux proverbe, on voit les visages, mais on ne connaît pas les cœurs. On peut même trouver un moine, reclus dans un monastère, qui semble serein et sain, alors que dans son pays psychologique, il est entouré de meurtriers, de voleurs,
de trafiquants de drogue et d'hommes armés. Cela peut sembler incroyable, mais le crime peut aussi se cacher derrière le parfum de l'encens. Sous les dômes sacrés des sanctuaires les plus saints, le crime se déguise souvent en robe de pureté et parle avec la voix du sublime. Ce que nous montrons à l'extérieur n'est qu'une façade. Ce qui nous définit vraiment, c'est ce que nous portons à l'intérieur, notre psychologie intime. Et si nous voulons sincèrement éveiller notre conscience, la première étape consiste à reconnaître qui vit dans notre pays psychologique, et quels lieux sombres et cachés ses habitants intérieurs nous maintiennent prisonniers. Parfois, nous entendons une nouvelle choquante à propos d'une personne qui semblait très bonne, et soudain, on découvre qu'elle a commis un crime, violé son propre enfant, ou mené une double vie pendant des années. Que se passe-t-il dans ces cas-là? La vérité, c'est que nous ne nous connaissons pas vraiment et pire encore, nous ne voulons pas affronter notre propre perversité intérieure. Nous nous accrochons à l'idée que nous sommes de bonnes personnes, même si cela signifie vivre dans l'illusion. Mais lorsque la vie nous confronte à une situation difficile, nous réagissons mal et commettons des erreurs. Et que faisons-nous généralement après? Nous accusons les circonstances. Nous blâmons les autres. Mais nous ne voyons pas ce qui bougeait déjà en nous. Nous n'observons pas les défauts psychologiques, ces moi intérieurs qui nous poussaient, nous dirigeaient, et qui, s'ils ne sont ni observés ni éliminés par la mort psychologique, finiront par nous conduire à des actes que nous regretterons amèrement. Pire encore, ces défauts intérieurs nous empêcheront à jamais d'éveiller notre conscience, car ce sont eux qui la maintiennent en captivité. Nous devons comprendre, croire que nous sommes de bonnes personnes ne nous rendra jamais conscients. Essayer de nous comporter comme des gens bons non plus. Tout cela ne fait que renforcer l'image fausse que nous avons construite de nous-mêmes, une image qui nous persuade que tout va bien, que nous n'avons pas besoin de changer. Cette image nous dit que nous sommes des citoyens modèles, des individus exemplaires. Après tout, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous ne nous droguons pas, nous ne faisons de mal à personne. Nous pensons donc que la connaissance de soi et l'élimination des défauts concernent les autres, pas nous. Mais nous ne voyons pas que le monde entier autour de nous n'est qu'un miroir, qui reflète l'obscurité que nous portons à l'intérieur. Le même défaut que nous critiquons chez les autres existe en nous. Et si nous le jugeons à l'extérieur, c'est parce que nous ne l'avons pas encore compris à l'intérieur. La véritable transformation ne commence que lorsque nous avons le courage d'admettre que nous ne sommes pas aussi bons que nous le croyons, lorsque nous sommes prêts à vraiment nous observer, et à faire face à notre propre obscurité intérieure. Nous devons affronter les « moi » psychologiques qui s'expriment sans cesse à travers notre mental, notre imagination, nos émotions, nos instincts et notre sexualité. Et nous devons cesser de chercher des coupables extérieurs pour nos réactions, nos pensées, nos sentiments et nos actes. Ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons commencer une véritable révolution intérieure, un changement radical qui apporte la lumière dans l'obscurité cachée de notre pays psychologique. C'est pourquoi il est dit, il y a beaucoup de vertus chez les méchants, et beaucoup de méchanceté chez les vertueux. Car quelqu'un que l'on considère comme mauvais, mais qui reconnaît sa propre noirceur, fait au moins preuve d'honnêteté. Et cette honnêteté lui donne plus de chances de changer, car il sait qu'il a touché le fond, il admet qu'il est perdu. Mais celui qui se croit bon, tout en cachant en lui des montagnes d'obscurité, ne changera jamais, car il est convaincu qu'il n'en a pas besoin. Et ainsi, il continuera à errer dans le pays psychologique, conduit à l'aveugle par ses défauts, vers des lieux de plus en plus pervers, corrompus et sombres. Alors, comment arrêter d'errer à l'aveuglette dans notre pays psychologique, en allant là où nos défauts veulent nous emmener? En apprenant à vivre dans l'instant présent, ici et maintenant, en pratiquant continuellement la mort psychologique. Nous devons nous entraîner à reconnaître chaque fois qu'un « moi » nous tire hors du présent, nous entraînant vers un autre lieu psychologique et un autre temps psychologique. Le seul moment où notre conscience peut réellement se manifester, c'est celui-ci, elle, ici et maintenant. Notre position physique et notre état psychologique doivent être alignés, tous deux ici, tous deux maintenant, avec une pleine conscience de nous-mêmes. Nous devons nous fixer pour objectif de rester dans l'instant présent, quoi qu'il arrive. Ainsi, chaque fois qu'un « moi » dans le mental vous pousse à rêver du passé, ou à vous inquiéter pour l'avenir, devenez conscient, il vous éloigne du moment présent. Chaque fois que vous commencez à fantasmer, que ce soit au sujet du plaisir, du pouvoir, de la vengeance ou de la fuite, vous devez reconnaître qu'un défaut psychologique vous tire hors du présent et vous emmène dans un autre lieu de votre pays psychologique. Et vous devez revenir.
Et chaque fois que vous vous identifiez à un moi, et que vous vous apprêtez à réagir ou que vous l'avez déjà fait, comprenez que votre conscience a été prise, et que vous avez été traîné dans un repère psychologique. Grâce à une auto-observation constante, d'instant en instant, vous pouvez commencer à découvrir ces lieux intérieurs, ces cavernes psychologiques où vos « moi » cherchent à vous emmener. Soyez alerte. Posez-vous la question. Où cette colère, ce ressentiment, ou cette intolérance m'ont-ils conduit psychologiquement? Dans quel repère de luxure cette pensée lascive, ou adultère, tente-t-elle de m'entraîner? Dans quel cachot intérieur suis-je entré, là où j'agresse mentalement la personne que je juge ou critique? Et chaque fois que vous découvrez un « moi », observez-le attentivement et jugez-le, non pas avec haine, mais avec clarté, jusqu'à ce que vous le voyiez réellement pour ce qu'il est, un défaut psychologique. Alors, adressez-vous à cette force divine en vous, la force de votre conscience qui a le pouvoir de vous transformer, votre mère divine intérieure. Et demandez-lui mentalement, avec sincérité. Mère divine, élimine ce défaut de moi. Demandez l'élimination de chaque « moi » que vous découvrez, au moment même où il surgit. Et bientôt, vous commencerez à constater une véritable transformation dans votre monde intérieur, au sein de votre pays psychologique. Ce changement intérieur se reflètera aussi dans le monde astral, ce royaume des rêves que nous visitons chaque nuit lorsque nous dormons. Si auparavant nous ne vivions que des ténèbres et de l'inconscience, si nous sortions en rêve sans aucune conscience, vivant toutes sortes d'expériences étranges ou troublantes, nous commencerons maintenant à remarquer un changement. Si vous vous efforcez constamment de rester éveillé pendant la journée, en éliminant les « moi » qui cherchent à vous distraire de l'ici et maintenant, vous commencerez aussi à vous éveiller dans le plan astral. Vous commencerez à réaliser que vous n'êtes plus dans le monde physique, mais dans le monde des rêves. Par exemple, vous vous retrouverez peut-être dans un endroit censé être votre maison, mais qui ne l'est pas vraiment. Et vous pourrez dire: « Attends, ce n'est pas ma maison. Je suis en train de rêver. » Et à cet instant, vous deviendrez conscient dans le monde astral. C'est pourquoi il est urgent de commencer ce travail intérieur, par la pratique, par l'expérience, afin que, petit à petit, nous commencions à nous éveiller. Au fil de l'histoire, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer où nous allons après la mort. Mais en vérité, la réponse est bien plus proche, et plus claire, que nous le pensons. Quand nous mourrons, nous allons dans notre pays psychologique. De la même manière que chaque nuit, lorsque nous nous endormons, notre âme quitte le corps physique pour être rechargée par le corps vital, et qu'à ce moment-là, notre âme entre dans le monde intérieur pour vivre des expériences dans notre pays psychologique. Mais en général, nous y allons complètement inconscients, endormis et ballottés d'un lieu à un autre par nos nombreux défauts psychologiques, par nos « moi ». Et même lorsque l'expérience est absurde ou chaotique, nous ne réalisons pas que nous rêvons. Nous ne devenons pas conscients que nous sommes dans le plan astral. De la même manière, lorsque le corps physique meurt, notre âme franchira aussi cette autre dimension. La différence est que, le cordon d'argent, la connexion énergétique qui relie le corps physique à l'âme et qui nous permet de revenir dans notre corps chaque matin, est alors coupé par l'ange de la mort. Et à partir de ce moment-là, nous resterons dans ce monde intérieur, toujours inconscients, répétant les mêmes schémas, poussés par les projections de notre mental et de nos émotions, sans aucune conscience ni maîtrise. Nous serons transportés d'un état à un autre, mus uniquement par des lois mécaniques et par l'inertie de notre propre conditionnement psychologique. Après la mort, chaque personne continue d'exister dans le même lieu psychologique où elle a toujours vécu. Le voleur reste dans l'antre des voleurs. Le lubrique continue dans le bordel. Et l'homme colérique, furieux, comme un fantôme de mauvais présage, continue d'errer dans les ruelles sombres du vice et de la rage. Ils restent prisonniers du même pays psychologique qu'ils portaient en eux durant leur vie. Et ils y demeureront jusqu'à ce que la loi du retour, une loi cosmique mécanique, les rappelle dans un nouveau corps physique, s'ils ont encore des existences humaines en réserve. Sinon, s'ils ont déjà épuisé leurs opportunités en tant qu'êtres humains, alors ils reviendront dans un autre règne de la nature, conformément à cette même loi. Nous devons toujours nous rappeler que l'essence, l'être véritable en nous, est quelque chose de profondément beau. Elle est venue d'en haut, des étoiles. Mais malheureusement, elle est maintenant prisonnière de tous les égos, de tous les « moi » que nous portons à l'intérieur.
Cette essence a le potentiel de refaire le chemin à l'envers, de retourner à son origine, de s'élever à nouveau vers les étoiles. Mais pour que cela soit possible, nous devons d'abord la libérer des mauvais compagnons qui la retiennent prisonnière dans les faubourgs obscurs de la perdition. Nous devons secourir chaque fragment de conscience qui est emprisonné dans chacun de nos défauts psychologiques. Si nous parvenons à éveiller notre conscience, si nous éliminons tous ces « moi » qui nous maintiennent endormis, rêvant à travers la vie, alors, lorsque viendra le moment de la mort physique, nous passerons dans l'autre dimension avec une pleine conscience. Et dans cet état de conscience éveillée, nous pourrons choisir où aller, que faire, et quelles étapes suivre pour continuer d'avancer sur le chemin spirituel. Si nous parvenons à être conscients pendant la journée, nous deviendrons conscients dans le plan astral. Et nous resterons conscients après la mort. Mais soyons clairs, le but n'est pas de mourir physiquement. Le vrai but, c'est de nous libérer de la mort elle-même, par la mort psychologique, et d'atteindre la vie éternelle, en développant pleinement notre essence. Car notre essence est immortelle. Pour parvenir à cette transformation, il est urgent de déplacer notre centre magnétique, le centre de gravité de notre vie, de la fausse personnalité vers l'essence. Car tant que notre centre magnétique reste fixé dans l'illusion de la personnalité, nous continuerons à habiter les antres psychologiques les plus abominables et même si, dans notre vie quotidienne, nous paraissons être des citoyens respectables et honorables. Nous devons prendre conscience de ce qui retient notre centre magnétique en ce moment. Où se trouve notre attention, notre énergie, notre sentiment d'identité? Par exemple, un vendeur peut avoir son centre de gravité centré sur les ventes, les clients, les bénéfices et les pertes. Un musicien peut le placer dans les concerts, les répétitions et l'attention des fans. Une femme au foyer peut concentrer son énergie sur les tâches ménagères, le soin des enfants et de son mari. Un avocat peut se focaliser sur les procès, les clients et la victoire dans les affaires. Alors, posez-vous la question. Où est votre centre de gravité actuel? À quoi consacrez-vous la majeure partie de votre temps, de vos pensées et de votre énergie? Prenez un moment pour réfléchir profondément. Si nous voulons vraiment éveiller et développer notre conscience, nous devons commencer le processus de transfert de ce centre de gravité, étape par étape, de la personnalité vers l'essence. Cela signifie retirer progressivement le temps et l'énergie des choses qui ne nourrissent que la personnalité, et les consacrer à des pratiques qui nourrissent l'essence et nous rapprochent de l'éveil. Lorsque le centre magnétique est fermement enraciné dans la conscience, dans l'essence, alors le retour de l'être humain complet vers les étoiles peut véritablement commencer. C'est cela, le chemin du retour vers notre origine. Et ainsi s'achève la conférence d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les partager, nous serons heureux de vous répondre et de vous accompagner sur votre chemin. Je vous invite à notre prochaine conférence, où nous explorerons comment développer le pouvoir de concentration, et comment rester détendu de façon permanente. C'est un sujet très important, à ne pas manquer. À bientôt.